à la naissance, disons de 1 mois à 5 ans, il y a ces enfants-là qui convulsent lorsqu'ils font la fièvre. Ça s'appelle, les pédiatres appellent ça les convulsions hyperpyrétiques, mais la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie les appelle convulsions fébriles. Donc ces convulsions fébriles, on les met dans le chapitre de syndromes épileptiques spéciaux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont vraiment pas épilepsies parce que c'est la fièvre qui est à la base. Il lui suffit de contrôler la fièvre, l'enfant ne convulsera pas. Et au-delà de 5 ans, en principe, les enfants qui présentent des convulsions fébriles ne les représenteront plus. Alors, les détails, peut-être dans d'autres circonstances, mais globalement, c'est ça ce qu'on peut parler, ce que je peux donner comme la prévalence ou l'allure, l'épidémiologie des épilepsies suivant les âges. Merci. Sinon, Esther, ça va? Ça va bien. Encore de suivre, tu es très attentive. Oui, c'est vraiment. Sinon, c'est quoi la question? En fait, docteur, moi j'ai une question. Selon vous, quel est le meilleur traitement dans la prise en charge de l'épilepsie? En tout cas, il n'y a pas meilleur. Le meilleur traitement, c'est celui qui répond à la question. Donc, à chaque malade, son traitement. Donc, nous allons choisir pour chaque malade ce qui est bien pour lui. Je m'explique. Je me rends compte que votre épilepsie est due à la présence anormale des larves de ténia. Ténia, c'est un ver intestinal qui se trouve dans vos cerveaux. Alors, j'ai choisi le meilleur traitement pour vous. Je vais vous donner des médicaments qui tuent les vers intestinaux. Je vais donner albendazole et je vais associer à l'antiépileptique. Je me rends compte que chez lui, il convulse parce qu'il a une tumeur, un méningiome par exemple. Facile, on appelle un neurochirurgien, il enlève. C'est ça son traitement. Donc, on adapte le traitement. Il n'y a pas meilleur. Le meilleur, c'est celui qui est meilleur pour la personne en face de qui on se trouve. Voilà. Mais alors, y a-t-il certaines formes d'épilepsie qui peuvent être traitées par une intervention chirurgicale? Oui, il y en a. En Europe, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai commencé par les tumeurs cérébrales. C'est une intervention chirurgicale. Quand vous avez une tumeur qui est... Bon, toutes les tumeurs ne peuvent pas être... disons, on ne peut pas les aborder de la même manière. Mais je prends celles qui sont les plus simples, les méningiomes, qui peuvent être énucléés de manière plus ou moins aisée par le confrère neurochirurgien. Ça, c'est... Et puis, des traumatismes, tu as reçu une balle qui s'est logée dans le cerveau. Et si le chirurgien peut y accéder, tant mieux. Mais je dois quand même souligner, ça, je m'adresse disons, aux étudiants qui m'attendent, parce que ce sont des choses dont nous ne parlons pas à la faculté. L'épilepsie, parmi les épilepsies qui sont... dont le traitement est vraiment la chirurgie, c'est l'épilepsie qu'on appelait autrefois l'épilepsie temporale, et au cours de laquelle la résonance magnétique, c'est un examen, c'est une neuroimagerie de qualité qui montre qu'il y a une atrophie d'une partie du cerveau qu'on appelle hippocampe. On dit sclérose hippocampique. C'est la première indication de la chirurgie en épileptologie. Donc, on accède à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui se trouve un peu dans les deux lobes temporaux, qui joue un grand rôle dans la mémorisation. Donc, il arrive pour des raisons dont on ne connaît pas trop. L'une des raisons, d'ailleurs, il semble que les enfants qui ont trop convulsé avec fièvre avant l'âge de 5 ans sont susceptibles de présenter cette sclérose de l'hippocampe. Alors, on accède à l'hippocampe, on enlève pour que l'enfant ne convulse plus. Oui, il y a des épilepsies dont les traitements pour lesquels la chirurgie occupe un rôle important, mais je dois avouer que quand bien même dans le terrain pour la chirurgie, on donne aussi des médicaments qu'on appelle des antiépileptiques pendant ces temps pour que les malades ne convulsent pas. Je pense qu'on va y arriver avec l'émission. Bertrand, tu vas dire? J'ai plutôt une question à propos des manifestations. J'aimerais savoir si toute épilepsie se manifeste par... Non, toute crise épileptique se manifeste par des convulsions. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que la plupart de commun des mortels, toute personne lambda, pour elle, l'épilepsie, c'est lorsqu'on bouge, on perd connaissance, puis on bouge, les yeux montent, disons, on bave un peu, il y a une hypersalivation, on peut perdre les urines et la selle, et puis voilà. C'est vrai, ils ont raison. Mais un grand nombre de crises d'épilepsie ne sont pas convulsivantes. Donc, il y a des épilepsies qui se caractérisent tout simplement par une perte de connaissance brève alors qu'on est debout.
et puis on revient à lui au bout de 10-15 secondes. Il y a des épilepsies qui consistent à ce que la personne a l'impression qu'il est en train de regarder un film, et puis il revient à lui. Il y a des épilepsies qui consistent à ce que tu te sens comme si une partie du corps brûle, et ça retourne en arrière, ainsi de suite. Donc ça dépend de la partie du cerveau qui est siège de l'hyperfonctionnement, qui est dysfonctionnement, il faut souligner. Donc voilà. Donc l'épilepsie n'est pas seulement motrice. C'est-à-dire, ça peut être sensitive, sensorielle. Quand je dis sensorielle, tous les organes des sens. Ça peut m'intéresser les yeux. Vous avez l'impression que le caméraman qui est devant nous devient très gros, devient plus petit, pendant une période donnée. Donc ce que je peux faire passer comme take-home message pour cette question, tout phénomène qui arrive, inexpliqué, qui arrive brutalement, et qui se termine brutalement, doit être considéré comme une crise d'épilepsie jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ça peut être des douleurs abdominales. Voilà. Douleurs abdominales. Ça peut être des bruits, ça peut être une perception de l'odeur que les autres ne perçoivent pas. Ça peut bien être une crise d'épilepsie. Voilà. Merci, professeur. Oui, professeur. En se basant sur tout ce qui a été dit concernant les causes étiologiques, donc on peut dire en gros que l'épilepsie n'a aucun caractère contagieux. Donc, contrairement à ce qu'on dit au quartier, tous les mystères qu'on a rédigés autour ici. Oui, merci beaucoup. Quand vous me posez la question, je me demandais comment j'allais y répondre. L'épilepsie vient du fait qu'il y a un dysfonctionnement des cellules du cerveau. Mais ce dysfonctionnement n'est pas contagieux. Le dysfonctionnement n'est pas contagieux. Alors, il est hors de question de penser que lorsque un épileptique, il a un peu la flatulence, et que le fait de sentir, on devient épileptique, on touche les déjections, les humeurs, la salive, les urines, de celui qui est en train de convulser, il est hors de question de penser que ça va donner l'épilepsie à celui qui est entré en contact avec ça. Ça, ce sont des légendes. Malheureusement, l'épilepsie, comme disait Lennox Gastaut, c'est une pathologie dans laquelle les préjugés sont plus graves que la maladie elle-même. Donc, tout ce qui se raconte autour de l'épilepsie, c'est plus grave que l'épilepsie. Donc, partant du fait que la crise, le dysfonctionnement du cerveau n'est pas contagieux, mais une maladie qui peut donner le dysfonctionnement peut être contagieuse. Je donne un exemple. Vous avez une pathologie, vous avez la tuberculose, et la tuberculose peut intéresser le cerveau. Eh bien, quelqu'un qui a la tuberculose qui intéresse le système nerveux peut présenter l'épilepsie, et la tuberculose est contagieuse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est comme les parents qui sont AS, ils peuvent donner ça à leurs enfants et l'enfant devient drépanocytaire. Et un enfant qui est drépanocytaire peut avoir des problèmes de vaisseaux sanguins dans le cerveau et cela peut donner l'épilepsie. Donc les parents n'ont pas donné l'épilepsie à l'enfant. Ils ont donné à l'enfant une maladie dont l'expression peut s'accompagner des cris d'épilepsie. C'est ça. Donc d'abord la maladie n'est pas contagieuse, ça c'est clair et c'est net. Et est-ce que c'est possible de vivre une vie normale tout en ayant l'épilepsie si elle a été diagnostiquée et si on a une prise en charge? Oui, nous avons des présidents de la République qui sont épileptiques. Nous avons des joueurs qui ont fait la pluie et le beau temps qui étaient et qui sont épileptiques. Nous avons des professeurs de l'université épileptiques. Donc, voilà, j'ai répondu. Quand je dis nous avons, je n'ai pas dit nous avions. Nous avons. Et j'ajoute, nous avons des étudiants en médecine épileptique. Et oui, voilà. Donc j'ai tout dit. On peut tout faire, on peut se marier, avoir des enfants, on peut tout faire. Bien sûr, à condition qu'on sache qu'on est suivi par un neurologue et il m'a dit que mon épilepsie est stabilisée et je peux tout faire. Voilà, c'est comme si je me demandais, est-ce qu'un hypertendu peut vivre normalement? Est-ce qu'un diabétique? La réponse est oui. Mais j'ai une question. Vas-y. Si je comprends
comprends bien ce que vous venez de dire. Mais alors, s'il y a des formes héréditaires d'épilepsie, pensez-vous que la prise en charge des personnes épileptiques dans cette forme-là peuvent être suivies à vie? Je me rappelle avoir soigneusement évité le mot héréditaire. Soigneusement, j'avais parlé plutôt d'une maladie qui peut se transmettre, mais la maladie n'est pas l'épilepsie. Mais la maladie peut, dans son expression, s'accompagner de crises d'épilepsie. Mais je n'ai pas dit non plus qu'il n'y a pas d'épilepsie génétique. J'ai dit oui, il y a des parties génétiques qui peuvent être, dont le diagnostic peut être génétique. Mais vous aurez compris que j'ai évité soigneusement le terme héréditaire. Donc il ne faut pas dire que voilà, dans la famille de mon fiancé, il y a une épileptique, donc mon fiancé risquerait de devenir épileptique. Non, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Voilà. Donc, je répète encore, nous n'avons pas, je n'ai pas de réponse, je n'ai aucune réponse à la question de savoir comment on prend en charge l'épilepsie. Je répondrai de manière générale si la question m'est posée comme ça. Parce que nous nous adaptons à la personne, à la malade en face de qui nous nous trouvons. Alors, à propos, je reviens un peu plus sur la forme génétique de l'épilepsie. Parce que dans des familles, au quartier, on voit carrément que si la mère est épileptique, les enfants seront épileptiques. Alors, comment nier le fait que l'épilepsie soit héréditaire alors que les membres de la famille sont héréditaires? Est-ce que c'est à cause de la maladie qu'on a transmise ou carrément il existe un autre facteur? Parce que j'aimerais bien que tous nous comprenions avec les téléspectateurs. Bon, vous savez, je suis tiraillé par beaucoup de choses. Comment répondre comme professeur ou répondre comme quelqu'un qui est seulement informé sur l'épilepsie. D'abord, de manière catégorique, je suis convaincu que de telles observations, si vous les avez eues dans une famille, c'est vraiment par, disons, une advertence. Trouver maman épileptique, la question que je me pose, si je dois me trouver dans une famille pareille, la première question, qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils consomment? Quels sont les toxiques auxquels cette famille peut être exposée? C'est ça la question. J'essaierai beaucoup plus en train de rechercher la cause de cette épilepsie. Tu vois, les gens qui vivent dans un même environnement peuvent être exposés aux mêmes facteurs alimentaires, ce qu'ils boivent, voilà. C'est ça ce qui va m'intéresser. Mais pas une maladie héréditaire, non. C'est ça. Je pense que je peux me tromper. J'ai fait un effort pour racler mon cerveau, pour être sûr que ces genres d'observations, si vous devez les avoir, il y a probablement un facteur toxique, c'est pas moi, auquel ils sont exposés tous, vivant dans les mêmes cadres familiaux. Alors, à propos de... vous avez dit que l'épilepsie résulte, surtout le type symptomatique, d'une lésion au niveau cérébral. Alors, si une partie du cerveau est déjà lésée, qu'est-ce qui fait que l'épilepsie n'est pas perpétuelle? Est-ce qu'il existe un facteur déclenchant de la crise? Oui, merci pour cette question. Vous avez dit que ça provient du fait qu'il y a une partie du cerveau qui est lésée, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est oui et c'est non. Pourquoi? Parce que le dysfonctionnement du cerveau n'est toujours pas dû à une lésion structurelle, anatomique. Ça peut être tout simplement un problème fonctionnel. Tout simplement fonctionnel. C'est ainsi que nous avons des maladies, beaucoup d'épilepsie chez l'enfant qui sont purement fonctionnels et qui d'ailleurs, quand nous les prenons en charge, au bout de 2 ou de 3 ans, nous arrêtons les traitements, juste le temps que le cerveau entre à maturité et que certaines, parce que je parle aux futurs médecins, les gens qui sont à la faculté de médecine, en attendant que le cerveau ait la maturité. Je deviens un peu plus... J'ai plus de détails. Pour que ça dysfonctionne, il faut que les neurones dysfonctionnent. Pour que les neurones dysfonctionnent, il faut quand même qu'il y ait des mouvements ioniques. Pour qu'il y ait des mouvements ioniques, il faut des canaux sodiques, canaux calciques, et j'en passe. Pour que le neurone crée une information, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une modification de la perméabilité membranaire à certains ions. En tête, les ions sodium, l'ion calcium. Alors,
les enfants immatures, nous n'avons pas, les enfants qui sont le cerveau immature, on peut trouver une susceptibilité à ces ions de s'ouvrir facilement. C'est une question du temps. La maturité fera qu'il y aura stabilisation de cette stabilité de canaux ioniques. Vous voyez? Donc c'est une épilepsie. Alors pour un peu aider dans tout cela, nous allons mettre des médicaments qui stabilisent ces canaux-là en attendant d'amener l'enfant vers la maturation. Donc c'est ici qu'au bout de 3 ans, on arrête le traitement et ni vu ni connu, personne ne saura. D'ailleurs, parmi nous ici, probablement que quelqu'un a convulsé, nos mamans ne nous ont pas dit. Donc, eh bien voilà. Donc, je voulais répéter, la lésion n'est pas seulement anatomique, mais ça peut être tout simplement fonctionnel. C'est ainsi que cette question-là m'amène déjà à la question, est-ce que l'épilepsie est traitable? Oui, parce que dans 60-70% de cas, quand on le prend en charge correctement, le malade va vivre sans crise d'épilepsie. Mais il y en a toujours qui restent, qui dépendront toujours des médicaments pour le reste de leur vie. Parce qu'ils ont des lésions, comme vous venez de le dire, qui ne sont pas traitables. Voilà. Et si je peux me permettre encore une fois, en parlant du traitement, la culture populaire, malheureusement, a des traitements typiques des personnes souffrant de crises épileptiques. Alors, il y a certains même qui se disent il faut obstruer les narines, et il y a plusieurs traitements. Et malheureusement, ces traitements, je ne sais pas si c'est l'effet du hasard, ils marchent. Quand quelqu'un présente une crise épileptique, que faire? Oui, bon, alors ça maintenant on devient dans une histoire de vulgarisation. D'abord, je dois faire une différence entre une crise d'épilepsie et l'épilepsie. Une crise d'épilepsie, c'est les phénomènes que le malade présente. Oui, le phénomène. Pendant qu'il convulse, ou pendant qu'il perd connaissance ou quoi, c'est ça la crise. Mais le malade est épileptique. Donc, le jour où vous le verrez à l'école ou au marché, vous le voyez, vous dites non, c'est un épileptique. C'est-à-dire parce que vous savez qu'il présente des crises d'épilepsie. La question est de savoir que faire pendant la crise. Et la question est de savoir, il y a un sous-entendu, pendant la crise tonico-clonique généralisée. Pendant que le malade bouge. Parce qu'il y a beaucoup de crises. Oui, exactement. Alors, écoutez, la réponse, il ne faut rien faire. Absolument rien faire. Tout ce que vous dites, ça marche, là, rien ne marche. C'est tout simplement l'évolution normale, naturelle d'une crise. En principe, plus de 98% des crises d'épilepsie ne durent jamais plus de 2 minutes. Donc, rien faire absolument, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ne rien faire là? Il faut desserrer la cravate, desserrer la ceinture, éloigner la personne des choses qui peuvent le traumatiser. Tout ça. Et puis, tout au plus, peut-être les mettre en position en décubitus latéral. N'émettez rien. Absolument rien à la bouche. Absolument rien. Que cela soit clair. Parce que vous arriverez dans les hôpitaux, les infirmiers courent à gauche, à droite. N'émettez rien. Il est plus dangereux de mettre quelque chose dans la bouche de quelqu'un qui convulse que de ne rien mettre. Donc laissez la personne convulser, rassurez-vous, au bout de 60 à 80 secondes, la crise va se terminer. Et s'il avait quelque chose dans la bouche, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous laissez. N'émettez rien. N'émettez pas le doigt. N'émettez rien du tout. Voilà. Okay. Ce que j'ai dit est formel et je m'adresse à quiconque m'écoute, il ne faut rien mettre. Rien mettre, absolument rien mettre. Cette histoire, on a déjà traité de cela par la société qui s'occupe de l'épilepsie et ainsi de suite. Il ne faut rien mettre. Je répète, il est plus dangereux de mettre quelque chose dans la bouche que de ne rien mettre. Parce que pourquoi on me voit là, il va se mordre la langue, tant mieux. Mais écoutez, je vous dis, je répète, il faut rien mettre. Voilà. Il ne faut rien. Ne me versez pas de l'eau sur la tête, voilà. Il ne faut pas uriner sur la tête, parce qu'il y a des gens qui appellent ceux qui ont... Allez, venez uriner sur sa tête. Il y a une région, je ne cite pas, où on prend les enfants, on met la tête dans le fosse septique pour faire entrer. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? L'évolution normale, naturelle d'une crise d'épilepsie, c'est de s'arrêter naturellement dans moins de 2 minutes. Donc on n'allait pas dire parce qu'on lui a versé de l'eau sur la tête. Non. C'est un coup de chance alors.
Ce n'est pas un coup de chance. Il n'y a pas de coup de chance. C'est comme si à la maison, on te dit, il faut manger le crapaud pour que vous ayez 50 ans. Non. L'évolution normale, c'est d'avoir 50 ans. Que tu manges le crapaud ou pas. C'est ainsi que la crise va s'arrêter de soi.